Mygovan and Melonin. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter en fait des objets monuments que l'on voit passer dans la saga cinématographique du Seigneur des Anneaux. Et parmi ces objets monuments, certains sont importants, d'autres moins. Presque anecdotiques pour certains. J'ai choisi de faire ça pour essayer de piquer la curiosité en fait de nos auditeurs, de leur donner envie de découvrir plus à fond l'univers de Tolkien, comme moi j'ai eu envie de le découvrir au-delà d'un certain point. Donc je vous ai fait une petite sélection, pas piquer des hannetons comme on ne dit plus depuis les années 70. Et avant tout, un petit rappel chronologique pour replacer tout ça dans un contexte temporel parce que ça fait pas de mal. Parce qu'il y a certaines des choses dont je vais vous parler qui sont assez récentes, toutes proportions gardées, d'autres, beaucoup plus anciennes. Alors, on a parlé, quand je dis on, je dis Manon, bien sûr, des années des arbres, qui comptent au total 1500 années, à l'époque des arbres de Valinor. Sauf que chacune de ces années correspond environ à 10 années solaires. Donc on est sur pas les vraies années, quoi. Non, on est sur une période de temps qui est vachement longue, donc logiquement, si on est fort en maths, 1500 x 10... Tu rajoutes un 0, quoi. Voilà, ce sera un petit quiz pour... Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé la réponse. Ouais. Moi, je suis encore en train d'y réfléchir, là, je suis pas très certain. Mais c'est beaucoup, quoi. Donc... Pour ce qui va nous intéresser, nous, on va faire démarrer plutôt la chronologie en l'an 1050 des arbres, qui marque l'éveil des elfes, parce qu'avant il y a Son-Père, quoi, plus ou moins les Valar, les Ainur dans le ciel et Ilúvatar quelque part, on sait pas où il est. Ce qui va nous donner une durée pour l'âge des arbres qui est de 4500 ans, quoi, à peu près, en ce qui nous concerne. Okay. Donc 4500 ans, l'âge des arbres, éveil des elfes. Ensuite, il y a le premier âge qui est marqué, dont le début est marqué par le premier lever de soleil et de lune. Le premier âge qui dure 590 ans. Des vraies années cette fois-ci. Oui, des années solaires. Ouais, donc là, on est des années comme celles de notre calendrier à nous, 365 jours, etc. Possiblement des années bissextiles aussi, je vais pas vérifier. Ensuite, on enchaîne avec le second âge. Alors, le premier âge qui se finit, comme l'a dit Jules, avec la submersion du Beleriand et accessoirement le bannissement de Morgoth hors des cercles du monde. Dans le vide. Qu'il est méchant. Pas de vie dans le néant. Et seulement la mort. Et je vous vois et tout le dialogue. Ah mais attends, parce que là, moi je préfère autant m'arrêter là parce que sinon on est parti pour faire le script de la communauté de l'anneau. C'est déjà suffisamment long comme ça, donc. Version longue, t'inquiète. Ah oui, il faut faire les chansons en plus. Non, le film, pas le bouquin, c'est mort là. Enfin, c'est mort aussi pour le film, cela dit, mais second âge, on rajoute 3441 années. Le second âge qui s'achève avec la capture de l'anneau par Isildur, la défaite de Sauron à la bataille au siège de bataille de... Oui. T'as pas ton micro, Raph. Oui. Maintenant que t'as un micro qui marche. Iris, parce que là c'est... non, c'est après Dagorlad, pardon, Dagorlad. Je sais plus, c'est la honte. Mais t'as deux batailles, t'as la bataille des champs là qui donne les espèces de marais des morts et ensuite t'as le siège de Barad-dûr qui dure 7 ans et après t'as Sauron qui fait une sortie parce qu'ils ont probablement plus de vivre après 7 ans, ce qui ferait sens et il se fait défoncer. Donc bien d'avoir tenu 7 ans honnêtement. 3441 ans, voilà, défaite de Sauron. Et ensuite le troisième âge qui va durer 3021 années jusqu'à la destruction de l'anneau et le départ, techniquement la fin du troisième âge, techniquement c'est le départ de tous les porteurs de l'anneau. En fait c'est faux parce qu'il y a... Bon, si, on va dire que c'est ça. Si, Sam, après, il va pas se perdre. Oui, Sam, mais plus tard. Il reste pour s'occuper de sa famille et après il se casse. Mais ce sera plus tard. Donc on est sur, si mon calcul est bon, depuis l'éveil des elfes, une histoire qui dure 11 552 ans. Ok. Voilà. C'est raisonnable. Hein. C'est raisonnable, oui. Ouais. Pour remettre les choses dans leur contexte, et je parle même pas, bien sûr, des ères géologiques invraisemblables qui ont dû se produire avant la naissance des enfants d'Ilúvatar, n'est-ce pas ? Donc c'est une période de temps assez longue. Alors parmi tous ces objets, parmi tous ces artefacts, je vais commencer par l'anneau de Barahir. Ok. Eh oui. Alors si vous n'avez pas vu les Seigneurs des Anneaux en version longue, vous n'avez sans doute pas remarqué cet objet, puisqu'il n'est cité à aucun moment dans la version cinéma. Dans la version longue, c'est Grima, langue de serpent, qui en parle à Saruman après s'être fait botter le cul et chasser du Rohan. Il fait un compte-rendu de ce dont il a été témoin, et il parle d'un ranger du Nord qui porte un anneau au doigt,
formant 2 serpents jumeaux aux yeux d'émeraude, l'un mordant une couronne de fleurs d'or portée par l'autre. Gandalf the White. Gandalf the Fool. Does he seek to humble me with his newfound piety? There were 3 who followed the wizard. An elf, a dwarf, and a man. You stink of horse. The man. Was he from Gondor? No, from the north. One of the Dunedain rangers, I thought he was. His cloth was poor. And yet, he bore a strange ring. 2 serpents with emerald eyes. One devouring, the other crowned with golden flowers. The Ring of Barahir. So Gandalf Greyheim thinks he has found Isildur's heir. The lost king of Gondor. He is a fool. The line was broken years ago. It matters not. The world of men shall fall. It will begin at Edoras. En fait, l'anneau, techniquement, il est visible tout le long du film sur les plans où l'on voit les mains d'Aragorn. Enfin, même si généralement, c'est pas trop ses mains qu'on regarde. Point d'interrogation, wink wink, hashtag man crush et ainsi de suite. On est tous passés par là, il n'y a pas de honte. Hein. Il y en a juste qui sont restés bloqués. Voilà. Je parlerai beaucoup d'Aragorn en long, en large, en travers, en transparent. On en Mais reparlera. tout à l'heure. Ok, d'accord. Non, mais tout ça pour dire que si tu fais pas du frame by frame, tu vois peut-être qu'Aragorn porte un anneau, mais t'as aucune chance d'en avoir les détails. Et bon, si vous avez pu le voir, eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Vous êtes probablement une machine, /Cylon, /Decepticon, /T800. Et oui, c'est les portes ouvertes du crossover. Bienvenue au studio Marvel. Nous avons racheté l'univers connu. Bon, bref, on a les références qu'on mérite. Stop. On revient à nos serpents. Alors, cet anneau, Oui. il a été forgé en Valinor, /Aman. Ouais. Dans les terres immortelles, donc, puisqu'on joue bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore d'autres noms qu'on pourrait utiliser. Donc, il a été forgé en Valinor à une date pas déterminée, mais quand même durant l'âge des arbres. Donc, c'est un artefact qui est vraiment extrêmement ancien. Alors, il a, à la base, c'est Finarfin qui le portait. Et qui l'a transmis à son fils Finrod. Finrod qui est, si je me trompe pas, le frère aîné de Galadriel. Et Finrod a fini lui-même par transmettre cet anneau à un humain qui s'appelle Barahir. Il le lui a offert après que Barahir a sauvé sa vie après la bataille, enfin après le Dagor Bragolac, qui est aussi connu sous le nom de bataille de la flamme soudaine. C'est un des 5 grands combats, des 5 grandes batailles rangées qui va opposer les forces de Morgoth, le noir ennemi du monde, on le rappelle, aux armées des peuples libres. Donc Barahir qui fait partie de ces humains qui ont aidé les elfes dans cette grande guerre contre Morgoth, eh bien il va lui donner en fait cet anneau qu'il va à son tour Barahir garder en symbole en fait de cette alliance et de cette amitié entre les hommes et les elfes. En gros, le parcours de cet anneau, il est assez invraisemblable parce qu'il a été transmis de Barahir en l'an 455 du Premier Âge jusqu'à Aragorn, genre de main en main, de leader des hommes libres en leader des hommes libres. Je vous passe les détails, mais cet anneau, il a été transmis sur 6540 ans. C'est beaucoup, hein. Yes. Classe. Donc voilà. Et plus qu'un symbole d'alliance, d'ailleurs, il devient en fait au Troisième Âge plutôt la marque des descendants d'Isildur, en fait. C'est d'ailleurs comme ça que Saruman comprend par l'anneau de Barahir que c'est le descendant d'Isildur qui chevauche aux côtés de Gandalf, maintenant le roi du Gondor, du roi Théoden, merci. Personnage intéressant s'il en est, mon préféré d'ailleurs, quoi que ça veuille dire. Donc, oui. Non, moi, c'est un de mes persos préférés, Théoden. Je le trouve très intéressant. J'aime bien Boromir. J'aurais pu faire Boromir, les deux, en fait. Les deux, hein, Théoden et Boromir sont hyper intéressants. Ouais. C'est clair. Donc, il devient, cet anneau, la marque des descendants d'Isildur, et il est transmis de chef des Rangers en chef des Rangers, en sachant que, bien sûr, que
les chefs des Rangers du Nord sont eh bien, les descendants d'Isildur. Alors, dernière petite anecdote sympathique, il fait partie avec les Palantiri, dont on va parler juste Voilà. après, des artefacts les plus anciens présents en Terre du Milieu. Ok. Ce sera tout pour l'anneau de Barahir. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, on a ensuite les Palantiri, ou Palantir, Palantiri au pluriel, singulier Palantir. C'est un mot quenya qui signifie qui voit au loin. C'est les fameuses pierres de vision, exactement. Sauron a recouvré l'essentiel de sa force d'autrefois. Il ne peut toujours pas prendre de forme physique, mais son esprit n'a rien perdu de sa puissance. Caché dans sa forteresse, le seigneur du Mordor voit tout. Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair. Vous savez de quoi je parle, Gandalf? Un grand œil, sans paupières, nimbé de flammes. Oui, Sauron. Il rassemble tout ce qui est maléfique. Bientôt, il aura formé une armée assez puissante pour attaquer la Terre du Milieu, Gandalf. Vous savez cela. Comment se fait-il? Je l'ai vu. Un palantir est un outil dangereux, Saruman. Pourquoi? Pourquoi aurions-nous peur de l'utiliser? Nous ignorons ce que sont devenues les pierres de vision perdues. Nous ignorons qui d'autre peut voir par elles. Donc les 8 pierres de vision ont été façonnées, comme l'a dit Manon, par Fëanor. On Tout se avait dit qu'on en recoupe, on y est. reparlerait. Ben, bien sûr. Donc elles ont été façonnées pendant l'âge des arbres, environ, on peut estimer, on n'est pas sûr, mais c'est dans ces eaux-là, 7500 ans avant le début de la communauté de l'anneau. Ok. On l'a dit, Fëanor c'est le mec qui a quand même façonné les Silmarils, donc voilà. Et c'est aussi le mec qui a plus ou moins inventé l'écriture, donc il pèse dans le game. Ouais. Donc les pièces bien sûr, les pierres, les pierres de vision sont de formidables outils de communication et de renseignement. Alors il en existe 2 types, les pierres majeures et les pierres mineures. Mhm. Alors, les pierres majeures permettaient à leurs utilisateurs de projeter leur esprit où ils le souhaitaient, ainsi que de pouvoir converser par la pensée avec une autre personne, munie elle aussi d'un palantir. Les pierres mineures, elles sont un peu plus limitées et elles ne permettent que de communiquer entre palantiri et elles ne vous permettent pas en fait de projeter votre esprit et d'avoir des visions d'un endroit précis. Donc, cette palantiri sont offerts par les elfes au Dunedain. Elles sont pas offertes à n'importe qui, ces 7 pierres, parce que elles sont remises directement à Amandil. Amandil qui est le père d'Elendil, Elendil qui est le père d'Isildur qu'on a évoqué précédemment. Donc parmi ces pierres, il y en a 3 majeures et 4 mineures. C'est d'ailleurs Elendil et ses fils qui vont amener les Palantiri en Terre du Milieu après la submersion du Numénor. Et en fait, ils vont utiliser ces pierres pour maintenir les communications entre le royaume d'Arnor au nord, dans l'Eriador, en Terre du Milieu, et le royaume du Gondor qui est lui situé au sud. Les Palantiri ont été utilisés pour communiquer et maintenir en fait la cohésion des 2 royaumes qui sont très éloignés géographiquement l'un de l'autre. On installa à ce moment-là une pierre mineure à Anóminas. Anóminas, c'est la capitale de l'Arnor, le royaume du Nord. On mettra une autre pierre mineure dans la tour d'Orthanc en Isengard. On y reviendra un peu plus tard. Et les 2 autres pierres mineures, elles on les a installées plutôt en Gondor, l'une à Minas Anor, qui est l'actuelle Minas Tirith, et l'autre à Minas Ithil, qui est l'actuelle Minas Morgul. Quant aux pierres majeures, on en plaça une dans la tour d'Elostirion, qui se situe entre la comté et les Havres Gris, une dans la tour d'Amonsoul, où Frodon se fait poignarder par le roi sorcier d'Angmar, et la dernière va être placée à Osgiliath, qui est l'ancienne capitale du Gondor, dont on voit les ruines dans la saga cinématographique. Alors, à l'époque des 4 films, il n'y a plus que 4 Palantiri qui demeurent. La pierre d'Amonsoul, la pierre d'Anóminas ainsi que celle d'Osgiliath ont été perdues au gré des conflits et des catastrophes. Des 4 Palantiri demeurant, il me semble qu'on n'en voit qu'un seul techniquement. On en voit 2. Il me semble que c'est celui d'Orthanc, hein. C'est pas le même qu'on voit à la fin du 3 ? T'en as... Alors justement, non mais t'inquiète, on va y revenir parce que moi je suis pas sûr. De souvenir. On voit celui de Saruman et Il celui y a celui de Saruman, il y a celui de et celui de John Noble.
Oui, oui, mais Denethor. du coup. Alors, il y en a 4 qui sont actifs, c'est sûr. Il y a celui d'Orfenk qu'on voit. Ça, je sais qu'on le voit. C'est Dolphin, c'est celui que Saruman a dans sa possession, c'est ça? Il y a celui de Minas Tirith dans la tour Oui. d'argent d'Ecthelion. Il y a celui de Minas Ithil qui est tombé aux mains de Sauron lors de la chute de la forteresse et qui se trouve aujourd'hui à Minas Morgul, à Barad-dûr, pardon. Et voilà, Orthanc, Minas Ithil slash Barad-dûr. Il en reste une. Oui, il y a celle d'Elostirion. Celle des J'ai zappé celle d'Elostirion dont on ne parle pas du tout dans les films. Donc il me semblait qu'on ne voyait dans les films que celle d'Orthanc. Des Lostérions, Et- tu places ça où? Et l'Ostirion, c'est vraiment entre la Comté et les Havre Gris. Hein. C'est vers le. Ok. C'est L'ouest ouais. de l'ouest, quoi. C'est pas vers le Lindon, justement. C'est entre le Lindon et la Comté. C'est vraiment entre les deux. Ok. Celle de Minas Tirith, on l'a dans le livre, mais on l'a pas dans le film. Oui, Dans le c'est film, bien ce qui me il semble. Dans le film, on le voit pas. Et je sais pas si on voit celle de Barad-dûr. On sait qu'il en a un de Palantir. Oui, parce Ouais, que je crois quand, qu'ils le disent dans le film, mais ils le montrent pas. Oui. Mais même pareil, hein, Denethor dit qu'il a vu la chute et Gandalf lui dit qu'en gros il devrait pas se servir de son palantir. Mais c'est pas montré, le palantir est peut-être pas montré par contre. Je crois que celui que utilise Aragorn dans la version longue, ou peut-être aussi dans la version cinéma, c'est celle d'Orthanc, hein, il me semble. Même en version longue. Ok. Bon, vraiment là, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Qu'un seul, peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de la guerre de l'anneau, il reste 4 Palantirs qui sont en activité. Alors, normalement, pour ceux qui ont suivi et qui n'ont pas été trop paumés par l'énorme quantité de noms propres que je viens de balancer, vous devez être en train de vous dire ouais, alors super, le mec, il essaie pas un peu de nous niquer là. Il a dit au début qu'il y avait 8 pierres et il parle que de 7. Est-ce que, Scandale, remboursé, pilori, tutti est-ce que je peux quanti. mettre une hypothèse? Ah, bah dis-moi. Est-ce Non, que vraiment, vas-y, la je t'écoute. pierre qui manque, c'est pas une plus grosse pierre? Alors, plus grosse, je sais pas en termes de taille. C'est pas une pierre qu'on appelle la pierre d'Erech? C'est possible, j'avoue que j'ai pas vérifié jusque-là, mais du coup, je me sens un peu bête hein, d'ailleurs. Mais bref, non, je n'ai pas essayé de vous arnaquer. C'est juste qu'il faut me laisser le temps de reprendre mon souffle, merci. Alors, je disais, il y a 8 Vas-y. pierres. C'est bien de respirer. Mais où est donc Ornicar? Eh bien, les elfes, ils sont pas stupides. Hein. Ils ont gardé en scred une pierre majeure. Les petits chenapans. Ouais. Filou. Parce que les pierres majeures, comme je l'ai dit, elles peuvent rentrer en contact avec toutes les pierres et elles peuvent voir un petit peu ce qu'on veut. Donc, ils ont gardé en fait une de ces pierres majeures qu'ils ont laissées sur l'île de Tol Eressae pour continuer de jeter un œil de temps en temps sur tout ce qui se passe en Terre du Milieu. Et aussi, à n'en pas douter, regarder les gens sous la douche de temps en temps. Ouais, en fait, c'est un peu le principe de la webcam. Tellement. Un petit peu. Quelle bande de bâtards. Mais en vrai, on déconne avec les gens à poil sous la douche, mais les Palantiris, ça va avoir un rôle massif dans le déroulement des événements de la guerre de l'anneau, puisque c'est par eux que Sauron va corrompre Saruman et complètement démoraliser Denethor. Voilà. Donc ça va avoir un impact qui est quand même assez remarquable et je trouvais que c'était intéressant de les évoquer, ces Palantirs, puisque on les survole vaguement dans le film, on explique à quoi ils servent, mais... Et même dans la version courte, on comprend que c'est des pierres de... aléatoires à un moment donné. Ouais, c'est les pierres de vision perdues. Ouais. On n'en sait pas plus. Mais voilà, c'est des artefacts qui nous viennent du fond des âges, pour ainsi dire, de l'âge des arbres, plus précisément. Donc ce sera. Tu dis que Denethor, il a été corrompu par Sauron? Ça, je savais pas. Oui. Ouais, À travers le Palantir, ouais. Corrompu peut-être pas, mais influencé. Fou, en fait. Ouais, en fait, il lui montre une vision de ce qui pourrait se passer, qui n'est pas forcément le futur, mais Denethor, il voit la Minas chute Tirith du en roi. ruine et conclut qu'en fait, pour lui, ça veut dire que tout espoir est perdu, quoi. Alors que Ok. finalement, non, c'est simplement une vision corrompue, donc pas forcément qui va se passer. Ok, je savais pas du tout. Donc ça explique D'ailleurs, effectivement tout est lié quoi. D'ailleurs, à partir de la chute de Minas Ithil et la disparition de sa pierre, il y a plus grand monde pendant longtemps qui a utilisé les Palantirs parce que tout le monde est à peu près sûr que le Palantir de Minas Ithil, c'est Sauron qui l'a, quoi. Et donc, il y a Saruman qui s'en sert parce que Saruman est extrêmement prétentieux, extrêmement sûr de lui. Et Denethor s'en sert aussi pour les mêmes raisons, et malheureusement ils sont pas aussi forts que ce qu'ils pensent, et ils vont se laisser influencer chacun à sa manière par ce contact.
Ok. Donc c'est vraiment des artefacts qui ont une assez grosse importance, une assez grosse influence sur le récit. Alors là, jusqu'à présent, j'ai parlé d'artefacts. Maintenant, je vais faire une boucle et parler cette fois plutôt d'un bâtiment. Je vais parler un petit peu de la tour d'Orthanc dont on a parlé un petit peu. The world is changing. Who now has the strength to stand against the armies of Isengard and Mordor? To stand against the might of Sauron and Saruman and the union of the two towers. Together, my lord Sauron, we shall rule this Middle-earth. Orthanc qui signifie en Sindarin le mont du croc, voilà, pour ce que ça vaut. Ah, c'est pour ça qu'il y a des espèces de pics. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que Jules a évoqué l'endroit où ça a été construit. En fait, elle a été construite au nord de la brèche du Rohan. Et cette tour, en fait, elle contrôle l'étroit passage entre les monts brumeux et les montagnes blanches qui séparent l'actuel Rohan du pays de Dain. Elle fut construite. Ouais, maintenant, c'est ce qu'on appelle... Ouais, c'est ça. Il y a une petite distinction, mais c'est vraiment pinaillé, je vais expliquer. Alors, la tour d'Orthanc, elle a été construite par les Numénoréens à la fin du Second Âge. Alors, on ne sait pas vraiment quand, mais le laps de temps est assez limité. C'est probablement autour de 3200 ans avant le début de la communauté de l'anneau. Elle a été érigée ici pour surveiller et garder cette voie de communication fondamentale qui permettait de faire le lien en fait entre le royaume du Gondor au sud et de l'Arnor au nord, dont on a parlé tout à l'heure. Elle est vraiment, en fait, cet endroit est à mi-chemin entre les deux royaumes. Et cette tour, elle a été dotée d'un palantir afin de servir de point de relais pour les communications, justement. Alors, les Numénoréens étaient réputés pour deux choses, la navigation et l'architecture. C'était vraiment deux arts dans lesquels ils étaient passés maîtres et dans lesquels ils devançaient les autres êtres humains, les autres nations humaines, si on peut dire. Utilisant leur science avancée de grands bâtisseurs et peut-être aussi de la magie, on sait pas trop. Ils vont construire cette tour qui fait quand même 150 mètres de hauteur dans une roche noire luisante et a priori indestructible. Il est dit que les bâtiments construits dans ce matériau énigmatique ne peuvent être détruits par la force. Le seul moyen qu'il y aurait pour quiconque de détruire en fait les bâtiments construits avec cette science et dans ce matériau, ce serait de saper les fondations, en fait, de creuser en dessous et de faire en sorte que le bâtiment s'effondre par un travail de sape. Mais je rebondis juste une chose. Ben, Est-ce que c'est la même matière qui est utilisée avec les remparts des Nestérites? On va y venir Très bien, parce très que... Et oui, aussi, juste une autre chose. Je me demande, est-ce que Isengard, c'est par rapport en anglais du fait qu'on dise Isengard, la garde de l'Isen, la rivière qui coule juste devant? Ou c'est juste... Alors, très bonne question. Là, ça remonte à longtemps, mais il me semble que Isengard, c'est un mot de l'ancien anglais qui signifie enclos de fer. À vérifier. Donc oui, rien à voir et quelque chose de plus étymologiquement ancien. Voilà. Peut-être que c'est elle qui a donné son nom à la rivière Isen. Ouais, franchement, là, je vous dis ça, c'est vraiment un truc que j'ai lu il y a des années, donc ça reste à vérifier. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui nous écoutent, bien sûr. Et on peut donc détruire a priori les bâtiments qui sont fabriqués dans ce matériau en sapant leurs fondations. Mais c'est un secret de construction qui semble avoir été oublié de tous. Alors, après la séparation des deux royaumes, au début du Troisième Âge, la tour va échouer... elle va appartenir au roi du Gondor et non pas au roi d'Arnor. Et les rois du Gondor, pour renforcer en fait les défenses de la tour, vont bâtir une enceinte fortifiée circulaire qui fut par la suite connue comme l'anneau d'Isengard. Et c'est un peu la distinction qu'on fait entre la tour d'Orthanc, qui est le bâtiment central, la tour elle-même, et l'Isengard qui correspond à la tour, plus le rempart circulaire qu'il y a autour et qui le protège. Mais malgré son importance stratégique indéniable, et en fait au fil des siècles et avec la diminution progressive de la puissance et de la sphère d'influence du Gondor, l'Isengard va être progressivement négligé jusqu'à être entièrement abandonné. Et c'est en 2759 du Troisième Âge, à peu près 260 ans avant la communauté de l'anneau, que les clés de la tour d'Orthanc vont être remises par l'intendant du Gondor à
Saruman. Et oui, à Saruman. Oui, alors ils sont assez ravis, hein, les intendants du Gondor, de laisser la responsabilité de garder la tour et le Palantir à quelqu'un d'autre. Hein. Bon débarras. Eh mais attends, mais vous avez vu l'heure qu'il est? Oh. It's anecdote time, les amis. Oh, c'est l'heure de la petite anecdote. Ouais, bah en fait, on va parler d'un autre bâtiment qui a été construit dans le même matériau que la tour d'Orthanc, dont a parlé Raph il y a quelques instants, bien sûr. Oui. Alors, ça n'est pas comme ça dans le film, mais il y a un autre élément architectural de la Terre du Milieu qui a été réalisé avec cette pierre noire luisante et indestructible. Et figurez-vous que c'est, eh bien, la première enceinte extérieure de Minas Tirith. We've just passed into the realm of Gondor. Minas Tirith, City of Kings. Ah, d'accord. Qui est dans les livres composés d'une roche noire Ok. luisante. Ah, donc tout Et est blanc sauf indestructible. le tour. Exactement. Le premier rempart, le rempart extérieur, est indestructible, tout simplement. Il est constitué de cette pierre. Cool. Ah bon, alors pour des raisons de cohérence esthétique, dans les films, on a préféré faire tout en blanc. Oui. Voilà, parce que bah on dit la cité blanche, il n'y a pas de raison qu'elle soit avec une bande noire, enfin je suppose. Et bah, on a aussi fait ce choix pour des raisons de besoins dramatiques, notamment liés à l'invasion, hein, bien sûr, parce que il s'avère que dans les bouquins, pendant la bataille des champs du Pelennor, eh bien les orques ne sont pas rentrés dans la ville. Ah bon? Non, à cause des remparts justement qui sont purement et simplement indestructibles. Le seul moyen de passer au travers de ces remparts, c'est soit d'aller par-dessus, soit de péter la porte qui correspond au seul point faible en fait de la structure. Alors techniquement, ils ramènent Grond. Oui, c'est ça, il n'y a pas Grond Ouais, qui bien pète la sûr. porte? Si. What are you doing, you useless scum? The door won't give. It's too strong. Get back there and smash it down. But nothing can reach it. Run won't reach it. Bring up the wolf's head. Il casse la porte, parce qu'on le rappelle, c'est un bélier magique en forme de loup. Ah, il est magique? Ouais, en fait, il est ensorcelé. On sait qu'il a été ensorcelé par le roi sorcier d'Angmar. Ok. Et en fait, c'est le seul moyen de péter la porte, parce que si ma mémoire est bonne, la porte d'entrée de Minas Tirith, elle est en mithril. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, putain. Peut-être pas entièrement en mithril, mais il y a Il y a une des partie bouts, quoi. qui est. C'est un gros cocktail entre Ouais. à la fois la pierre et puis Donc, il Ouais, faut fallait avoir bien- envie, faut avoir les artefacts pour y aller, quoi. Ouais, il fallait bien un bélier magique. Faut avoir le bon niveau en fait. Bah d'ailleurs, Oui, c'est j'y ça. pense. C'est vraiment. Non, t'as pas le niveau pour Minas Tirith. Tu peux pas C'est l'envoyer. pas les pecnos du Rohan qui vont commencer à laisser taper Minas Tirith, quoi. C'est clair. D'ailleurs, j'y pense. Il y a une petite anecdote. Grond, le nom qui a été donné au bélier utilisé C'est pas le pendant. nom d'un Balrog. Alors non, c'est pas le nom d'un Balrog, c'est le nom du marteau de c'est Morgoth. ça, du marteau de Morgoth. Je savais bien qu'il y avait un truc en lien avec Morgoth. Grande qui a été surnommé le marteau des enfers, dont on parle de l'efficacité au combat dans un passage du Silmarillion. N'hésitez pas à lire le bouquin et à nous laisser des commentaires. Et donc, Grond, grâce au pouvoir du roi sorcier, va enfoncer les portes de la cité, mais au même moment, les orques sont attaqués par les Rohirrim. Vous connaissez l'histoire, j'en dirais pas Dans plus. le film, ils ont fait en sorte que les orques rentrent dans la cité pour le côté dramatique. Ouais, c'est plus pour le côté dramatique, vraiment on est poussé dans nos J'avais derniers oublié ça, retranchements. C'est sans doute pour ça en fait que ça a été fait, et aussi parce que c'est stylé quand même. Oui, c'est le deux. Non, Ça pas. crée un truc émotionnel avec le public. Quoi. Et enfin, maintenant qu'on a parlé un petit peu de bâti, on va revenir sans aucune logique d'ailleurs à des artefacts. En fait, je voulais vous parler dans un dernier temps de Narzil. Ah, la lame. De Narzil, Tellement l'épée brisé, d'Elendil, Narzil. C'est ça. l'épée qui fut brisée Encore tranchante. et qui ôta l'anneau du doigt de Sauron. Shards of Narsil. Blade to cut the ring. Sauron's hand. Still sharp.
more than a broken head. Alors, Narzil signifie flamme rouge et blanche en Quenya. Ce nom en fait renvoie au soleil et à la lune qui sont cités comme étant lumière céleste, ennemie des ténèbres. D'ailleurs, les orques ne peuvent pas supporter, on le sait, la lumière du soleil qui fait partie de leur grande faiblesse. Comme ils ne peuvent pas d'ailleurs, a priori, supporter non plus l'eau, les rivières, etc., puisque c'est un des éléments les plus purs, à moins que ce soit... Peut-être que les Nazgûl, peut-être que les orques s'en fichent de l'eau. Mais après, ça les tue pas non plus, mais ils aiment pas ça, ça les affaiblit, c'est vraiment... Ils sont pas bien, quoi. Ouais, ça les fout en PLS un petit peu. Déjà que c'est pas hyper efficace à la base un orc, donc en plus au soleil, ça devient des chips. Alors j'aurais moins de choses à dire là-dessus sur Narzil que sur le reste, parce qu'en fait on sait pas vraiment grand-chose de cette arme légendaire, si ce n'est qu'elle fut forgée au premier âge. Donc c'est un artefact qui est encore très ancien. Elle a été formée par Telchar, le plus réputé des forgerons nains, qui a été réputé d'ailleurs pour avoir fourni notamment les arsenaux du roi Fingol dont Manon a parlé. Le roi Fingol qui règne à Ménégroth. Alors très grand nombre des armes qui ont été forgées par Telchar ont été employées par les armées des peuples libres dans les guerres contre Morgoth. Alors, on ignore pas mal ce qui va advenir en fait de cette épée au cours du second âge. On sait pas trop ce que c'est son parcours qui va la mener des forges de Telchar aux mains d'Elendil, mais elle a probablement été transmise de Fingol à son petit-fils Dior, de Dior à son petit-fils Elros. Elros qui est le frère d'Elrond d'ailleurs. Elros, le frère d'Elrond, qui est le premier roi de Númenor, et de là jusqu'à Elendil en fin de ligne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Narzil sortait de son fourreau pour être manié sur le champ de bataille, il est dit qu'elle brillait d'une lumière tout à la fois rouge et argentée, celle du soleil et de la lune. Et on en revient, les Silmarils, les cheveux de Galadriel, tout. Elros, c'est le frère de Elrond. Oui. Qui est du coup le premier roi de Númenor. Donc le premier Núménoréen, qui est du coup l'ancêtre de Aragorn. Oui. Donc du coup, ça veut dire que Aragorn a une relation avec... Ouais, mais c'est 60... très genre 60 générations, ça n'a plus aucune incidence. Tout le monde est cousin à ce niveau-là d'éloignement. Ah oui. Ouais, mais pour lui, c'est pas chelou, mais pour elle, ça l'est un... Ouais, non, je dirais... Non. Donc en fait, on part de Fingol, qui est le père de Lúthien. Okay. Lúthien, qui est une elfe qui va tomber amoureuse de Beren. Beren, qui d'ailleurs est le fils de Barahir, on y revient, n'est-ce pas ? Oh, l'anneau de Barahir. Donc Beren va finir par épouser Lúthien. Ils vont avoir... il y a Dior qui va naître de cette union, et Dior, c'est le premier des semi-elfes. Et il s'avère que les semi-elfes, à leur naissance, au moment de devenir adulte, si ma mémoire est bonne, ils peuvent choisir entre une vie mortelle et une vie immortelle. Donc Dior, il va avoir une fille dont j'ai oublié le nom, je l'ai pas noté, je suis navré. Elwing. Elwing, bien joué. Ah oui, t'as carrément récupéré le bouquin. Oui, t'as l'arbre généalogique, bien mais joué. Je suis pas juste trop forte, j'ai l'arbre généalogique sous les yeux, en fait. Donc Elwing qui va être la mère d'Elros et d'Elrond. Elros qui va choisir d'être un homme, et Elrond qui va choisir d'avoir une vie immortelle. Donc ce serait probablement par Elros en fait que va passer Narzil jusqu'à Elendil. Donc on revient à la thématique de la lune et du soleil qui est présente depuis pas depuis le début parce que ça a été précédé par les arbres de Valinor, mais on retrouve plutôt en fait le principe des arbres dans le soleil et la lune, et on le retrouve jusque dans Narzil. Après Narzil, on sait tous comment ça se termine. Elle se casse, elle est reforgée. Quanti. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ces objets et ces bâtiments plutôt qu'un autre. En fait, je trouve qu'ils sont en fait vraiment tous imprégnés de mystère au moment où on en parle dans le film, en fait. Ils font tous partie d'une époque révolue et semi-légendaire dont seuls les plus éminents érudits ont gardé de la mémoire. Et ça, c'est une constante que je trouve particulièrement intéressante dans l'œuvre de Tolkien. Elle est imprégnée de cette nostalgie pour une époque de magie, de guerriers, d'objets légendaires dont les secrets de fabrication et l'histoire ont été purement et simplement oubliés. Toute l'œuvre, elle est marquée en fait par ce déclin de grands peuples et de grandes civilisations. Les elfes en premier lieu, on peut parler des Núménoréens aussi dont la civilisation s'effondre et décline ensuite.
dans Le Seigneur des Anneaux, on le voit très bien dans le voyage de la compagnie, en fait, à mon sens, qui passe constamment par des endroits en ruine, des vestiges de l'ancien monde. On peut commencer par la tour d'Amon Sul, ensuite il passe par Khazad-dûm, on passe par l'Argonath, Osgiliath, Minas Morgul, Kirith Ungol, blablabla, tout ça, quoi. C'est presque comme s'il y avait un truc post-apo limite, quoi, en fait. En fait, à mon sens, et là je parle de mon expérience, mais franchement, quand on voit les films, je pense qu'on peut difficilement ne pas être intrigué, voire fasciné justement par ces éclats furtifs du passé. Parce que chacun de ces endroits, quand on le traverse, ou de ces objets, quand on les évoque, c'est une fenêtre qui s'ouvre brièvement sur un glorieux passé dont on a envie de connaître tous les secrets. Bien sûr. Et moi, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait de regarder les films, c'est de voir toutes ces choses-là qu'on évoque juste un peu, dont on gratte à peine la surface, juste ce qu'il faut pour nous donner envie d'aller plus loin. Et moi, en définitive, c'est vraiment ça qui m'a poussé à vouloir en apprendre plus. C'est pour ça que je vous ai fait un petit teasing en choisissant ces trucs, parce que vraiment, derrière tout ce qui est évoqué dans les films, il se cache des histoires comme ça. Et c'est absolument fascinant de les découvrir petit à petit au gré des lectures. Donc si vous avez ressenti les choses de cette manière en regardant la trilogie, moi je vous encourage, franchement, lancez-vous. Lisez du Tolkien, lisez-le à votre rythme, lisez-le selon vos préférences. Le Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, qui fait partie de mes livres préférés, que j'ai lu 4 fois, c'est le livre que j'ai le plus lu, qui est énorme, qui est hyper intéressant, et qui n'est pas du tout une lecture aussi difficile que ce qu'on le prétend. Ouais. Cela dit, pour les lecteurs novices, si vous devez lire le Silmarillion, dotez-vous au moins d'une carte du Beleriand et de la Terre du Milieu, sinon vous allez être paumé, c'est sûr. Ouais, mais alors... Pour l'info, moi j'ai avec moi là une des dernières éditions, genre chez Pocket, c'est de la merde, mais voilà. Et donc à la fin, il y a tout un tas de notes, et il y a des cartes, et il y a des arbres généalogiques. Et du coup, juste munissez-vous de marque-page, tout simplement, et comme ça vous avez tout directement dedans. C'est facile, il rentre dans le sac à main, lisez-le, mangez-en. Et même imprimer au format A4 une carte du Beleriand que vous gardez avec vous pliée dans le bouquin comme marque-page d'ailleurs, hein, la petite idée pour. Et ben moi c'est ce que j'ai pas fait ça. Fait, non, attendez. Parce que moi, la première fois que je l'ai lu, j'avais pas du tout de carte, donc j'ai rien compris. Donc je l'ai lu encore une fois, et puis après je l'ai lu parce que j'aimais bien. Mais toujours est-il que c'est sûr que ça va pas vous faire de mal d'avoir la carte du Beleriand et éventuellement de la Terre du Milieu si vous ne la connaissez pas. Mais même pour d'autres bouquins, enfin. Voilà, genre c'est pas une spécificité qui rend super difficile d'ailleurs la lecture du Seigneur des Anneaux, du Silmarillion ou autre. Enfin, moi, je me rappelle que même pour le dernier des Mohicans, j'étais obligé d'avoir ça, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est pas forcément une difficulté de plus que d'autres livres ou autres, mais effectivement c'est un super plus en fait. Ouais. Non, mais de manière générale, dans toutes les œuvres, quelles qu'elles soient, qui prennent une forte place dans un contexte géographique, il faut avoir parce que si t'as du mal à spatialiser les événements, t'es vite t'es perdu. Moi, en tout cas, perso, j'étais paumé. La première lecture, waouh, c'était. Ah ouais, totalement, pareil, ouais. Mais j'étais pas prêt. Dans le coffret VHS de la Communauté de l'Anneau, il y avait une carte. Oui, putain. Oh, il y avait une carte. Ouais. C'est vrai. Le Silmarillion et les contes et légendes inachevées. Moi, je conseillerais dans l'ordre le Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Silmarillion et les contes et légendes inachevées. Après, il y a genre 14-15 bouquins sur The History of Middle-earth qui racontent plus ou moins comment l'univers a été monté. J'ai essayé d'en lire, j'en ai lu 1,5, j'ai trouvé ça imbuvable. Après, tout le monde n'est pas insensible à ce genre de travail, puisque c'est essentiellement Christopher Tolkien qui va citer en fait le travail de son père et montrer au fur et à mesure des tomes comment s'est construit l'univers. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas beaucoup, mais pour ceux qui sont vraiment au taquet et qui n'en peuvent plus et qui ont déjà lu tout le reste, pourquoi pas essayer de voir si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à consulter en ligne. Il y a de nombreuses encyclopédies, comme par exemple pour les francophones, tolkiendeal.com, qui est hyper bien sourcé. C'est vrai que beaucoup de leurs articles peuvent paraître très succincts, assez courts, mais tu peux être sûr et certain que tout ce qu'il y a dessus, c'est sourcé. Et c'est du vrai, ça a été vérifié, revérifié, etc. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu l'anglais, c'est bien aussi de recouper les sources. Moi, j'utilise aussi pas mal tolkiengateway.net, que je trouve assez bien sourcé et dont les articles sont souvent un petit peu plus longs que ceux de Tolkien Deal. Ça veut pas dire que c'est beaucoup plus qualitatif, mais c'est bien aussi. Je vous recommande d'utiliser les plateformes en ligne parce que généralement c'est fait par des gens qui sont très fans. Il y a un contenu qui est très qualitatif et ça va vous fournir tous les renseignements nécessaires dont vous avez besoin pour approfondir vos connaissances de l'univers. Voilà, c'était Ben.
C'était, oui, ma présentation. Donc bon, je sais pas trop ce que ça donne. C'était peut-être un peu indigeste. J'espère en tout cas que ça... Enfin, j'espère. Le but du jeu, c'était de donner envie un petit peu d'approfondir le sujet pour ceux qui ont découvert l'univers par les films. Non, c'est très intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours plein d'objets par-ci par-là qui, au final, dans les films, sont quand même pas trop mal respectés. Mais peut-être que ça, on en parlera si on a du temps ou pas. Et ouais, c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus. Ça fait beaucoup penser à, moi, ça me fait penser à de l'archéo, en fait. C'est-à-dire que quand tu te balades dans la campagne et que tu tombes sur un vieux rocher taillé, tu te dis putain, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il fout là. Et là, l'avantage de Tolkien, c'est qu'il a écrit à chaque fois pourquoi le machin il est là. Ce que t'as pas réellement dans la réalité véritable, parce qu'en fait, t'es juste là avec ton artefact archéologique et tu sais pas pourquoi il est là, tu sauras jamais pourquoi il est là. Donc, c'est pour ça que c'est aussi satisfaisant, je pense, en plus de fouiller là-dedans, c'est parce qu'en fait, il y a les réponses en fait. Il y a les réponses. Une question, il y a les réponses, et ça c'est trop cool, et c'est ce qu'on n'a pas en archéologie. C'est ce qu'on veut en fait. Ouais. Après, il y en a peut-être qui pourront se contenter du mystère en fait, du fait que justement on n'en sait pas plus et que donc ces gens-là, soit contentez-vous de regarder les films, ce qui est pas une mauvaise chose, soit alors au moins lisez la trilogie qui vous donnera un petit peu plus d'infos, mais qui laissera quand même pas mal de portes ouvertes et planer le doute sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des mystères. Enfin, il y en a pour lesquels je suis super content d'avoir des réponses et tout. Il y en a d'autres pour lesquels ça me va très bien de pas trop savoir, même si je me suis quand même spoilé à les vérifier. Du genre Tom Bombadil, je le trouve exceptionnel dans sa dose de mystère ou machin. Totalement insouciant et n'ayant strictement rien à foutre de l'anneau, et t'es là waouh, et vraiment genre il est au-dessus de ça quoi. Et quand tu le vois du coup quand tu lis du coup la communauté de l'anneau, je trouve ce passage super bien, mais sans qu'il y ait, du coup il y a aucune réponse quoi. On sait rien, on sait pas qui est sa femme, on sait pas qui il est lui, on sait pas pourquoi il est là et tout, mais il a une aura de mystère qui est super cool, et que pour le coup j'aime bien garder plus ou moins, même si bon voilà, je vais aller me spoiler un peu, mais ouais. Il y a certains mystères qui sont justement tellement bien écrits de manière un peu cool que t'as envie de garder comme étant des mystères presque. Enfin pour moi en tout cas. Il y a un ouvrage d'ailleurs de recueil que j'ai lu aussi d'ailleurs quand j'étais gamin, des chansons de Tom Bombadil. Oui, les aventures de Tom Bombadil. J'avoue que moi j'ai arrêté assez rapidement aussi. Ouais, c'est le personnage le plus what the fuck que j'ai jamais vu, je pense. Je suis pas mécontent qu'il l'ait pas mis dans le film. Ouais. Je vais pas vous mentir. Oui, c'est sûr. Non, mais ça aurait fait trop. Je pense que ça aurait fait trop. Ouais, ça aurait alourdi un petit peu le propos. Ouais. Il passe bien dans les bouquins. Et ils l'ont pas mis pour pas diminuer l'impact de l'anneau. Parce que c'est vrai quoi, si dès le début du film tu montres qu'il y a un pélo paumé dans la campagne qu'on a rien à foutre. Bon bah très bien, bah emmenez-le quoi. Emmenez-le à la montagne solitaire et puis voilà, c'est basta. Oui, ça on te laisse près de la cheminée, c'est bon. Hein. Bah, Tolkien n'était pas romancier en fait, et ça se ressent des fois un petit peu sur l'œuvre, sans cri. Enfin, c'est pas vraiment une critique parce que l'univers qu'il a construit est incroyable, mais on sent quand on lit la trilogie du Seigneur des Anneaux qu'il y a quand même certaines lourdeurs, et je trouve que dans cette mesure-là, le travail d'adaptation qui a été fait sur les films est monstrueux. Je trouve que c'est très bien. Il se débarrasse justement de ces longueurs, de ces passages qui sont vraiment tout le monde. Enfin, je veux dire, franchement, pour tous les gens qui ont essayé de lire, avec qui j'ai parlé, qui ont essayé de lire Le Seigneur des Anneaux, ils sont tous restés keblo à cause de la première partie de la communauté de l'anneau, dont la moitié du texte et des chansons. Et je peux comprendre, tu vois, que ça rebute parce que aujourd'hui, c'est chelou. Moi, j'ai bataillé un petit peu, tu vois, pour passer. En fait, il faut lutter. Voilà, il faut lutter. Il faut passer au-delà de ça, et après, ça devient vraiment trop cool. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'a plus le temps de niaiser. Enfin, tu vois, il y en a tellement des trucs à lire, il y en a tellement des trucs à voir qu'on se dit, non, c'est bon, je vais pas perdre du temps avec ça. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.